Pourquoi en France, personne ne parle de la problématique du logement? Aujourd'hui, vous dépensez en moyenne 27% de votre budget, vous l'accordez à votre logement et c'est une somme d'argent très conséquente qui part en fumée. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 17 stratégies pour gagner de l'argent grâce à sa résidence principale. Attention, je ne vends pas de rêve, il va falloir écouter la vidéo jusqu'au bout, faire des efforts conséquents pour obtenir les résultats dont je vais vous parler. Dans un premier temps, on commence tout de suite avec la création de valeur. C'est une catégorie. On verra ensuite une deuxième catégorie qui sera l'optimisation des mètres carrés. Création de valeur, qu'est-ce que j'entends par là? 4 sous-thèmes. Donc, première stratégie. La première, c'est quoi? C'est les travaux de rénovation. Ça peut paraître simple, bête et méchant. Tout le monde est à peu près OK pour dire que de rénover un bien, un appartement, une maison, peut nous permettre de créer de la valeur. Cependant, beaucoup de personnes se trompent. En achetant un bien, peut-être en mettant simplement un petit coup de peinture, ils se disent que parce qu'ils ont travaillé, ils ont bien mérité éventuellement une augmentation du prix de la valeur du bien. Attention, qu'on soit bien d'accord, le prochain propriétaire pourrait très bien acheter et mettre un nouveau coup de pinceau, un nouveau coup de rouleau, et on voit bien que la valeur qui a été apportée au bien, en fait, n'importe qui peut la remplacer. Essayez d'apporter quelque chose qui n'existe pas encore, qui justement va vraiment mettre au goût du jour cet appartement. Vous avez un DPE énergétique catastrophique en ce moment, le bien est dévalué par le marché. Si vous faites une isolation par l'intérieur ou voire par l'extérieur si c'est possible dans une maison, eh bien vous allez justement rehausser ce prix. Si vous êtes en capacité de faire ces travaux moins chers que des artisans par vous-même ou trouver des artisans qui vont le faire moins cher par rapport à la valeur estimée du marché, alors vous allez augmenter la valeur de votre bien. On peut faire ça sur les postes de plomberie, d'électricité et j'en passe. La peinture, créer une cuisine, une salle de bain ne vont pas suffire à faire des augmentations de 10, 20, 30% du prix du bien. Je vous parle de créer de la valeur réelle, pas simplement de gagner 1000 euros qui paieront à peine les frais de notaire. Je continue avec deuxième stratégie, le fait de diviser le bien. Dans un premier temps, prenons quelqu'un qui achète un appartement, il peut se retrouver avec un espace supplémentaire comme une cave, un garage. Moi, je l'ai fait à 2 reprises sur les garages. J'ai vendu le garage séparément de l'appartement. J'ai récupéré donc une somme importante et je peux à côté vendre l'appartement parce que je l'ai aussi rénové avec une somme importante. Je vends les deux à l'unité beaucoup plus cher que si j'avais fait une association. Ensuite, si on continue, on a éventuellement le fait, dans la division, de pouvoir acheter par exemple une maison, de diviser le bien en plusieurs logements et de créer une copropriété, une forme de petit immeuble. Vous pouvez résider dans l'un, louer les autres ou vendre les autres à la découpe et le vôtre plus tard. Là, pareil, on va aussi créer de la valeur parce que les plus petites surfaces, dans certaines zones géographiques, sont souvent vendues au prix au mètre carré plus cher que des grandes surfaces. Tout dépend de votre marché. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous habitez, ça m'intéresse. On pourrait parler de votre marché immobilier. Troisième stratégie, changer de destination. Je vous donne là ici aussi 2 exemples. Le premier, par exemple, vous avez trouvé un bien intéressant dans lequel il y a des combles. Les combles ne sont pas encore aménagés ni habitables. La destination qui était rien, un petit grenier, devient un logement une fois que vous l'avez aménagé. Vous avez amené l'eau, l'électricité, ainsi de suite. Vous allez ici aussi créer de la valeur parce que le prix au mètre carré d'acquisition, il sera bien moins intéressant que le prix de vente une fois qu'il sera aménagé et habitable. Et à vous de vous débrouiller pour que justement le coût des travaux conserve une marge de sécurité par rapport à la vente. Je continue dans la destination, on va aussi avoir une deuxième possibilité. Là, c'est vraiment sur le point de vue juridique de créer de l'espace, pas de créer d'espace, mais de changer par exemple un local commercial en habitation. Dans certaines zones géographiques, peut-être rues de votre propre ville, vous avez des locaux commerciaux qui sont à louer, peut-être en vente, dans lesquels on n'arrive pas à mettre des commerçants. Et pourtant, peut-être que votre zone géographique a besoin de plus de logements à cet endroit précis. Eh bien, il suffit d'acheter un bureau, voir avec la mairie, il y a tout un tas de papiers quand même à réaliser, de démarches administratives pour que ce soit accepté. On met peut-être en place des places de parking en face de ces logements, justement, et bien pour derrière devenir une résidence principale. Vous achetez du mètre carré peu cher, vous le revendez plus cher, grâce à justement une acquisition que vous allez faire pour votre résidence principale, vivre un petit moment dedans. On parlera justement de l'imposition de la vente juste après. C'est la troisième stratégie. Quatrième stratégie, l'agrandissement.
l'agrandissement d'un logement. Vous achetez par exemple une maison, elle fait 100 mètres carrés, vous en rajoutez 20 mètres carrés sur les côtés. Le prix de construction, s'il est, je ne sais pas, 1500, 2000 euros du mètre carré, alors que vous êtes dans une zone géographique où la maison vaut 3 4 000 euros du mètre carré, vous réalisez ici aussi une plus-value. Il y a des experts de ça sur des marchés qui ont une certaine valeur, je ne sais pas, Cannes, Saint-Tropez, par exemple dans le sud de la France, et ils font des plus-values avec des marges hallucinantes. Ça, c'est 4 possibilités sur la création de valeur. Avant qu'on passe à la deuxième catégorie, parlons justement de l'imposition. Vous achetez votre résidence principale, vous créez de la valeur, vous avez une plus-value, vous n'êtes pas imposé sur votre plus-value lors de sa vente. Éventuellement, si vous avez fait du locatif, que vous n'avez pas votre résidence principale, que vous vendez ce locatif pour acquérir votre résidence principale, vous pouvez aussi être exonéré d'impôts en partie ou en totalité si le bien que vous allez acquérir coûte plus cher que la vente du précédent bien. Je l'ai réalisé déjà une fois. Je vous dis que quand vous gagnez 80% d'impôts justement sur votre plus-value, ça vous permet d'avancer plus sereinement, de garder du cash de côté pour faire face à toutes les problématiques, je dirais, si on en rencontre. Parce que ce sont les joies de l'immobilier. Je continue donc avec la deuxième catégorie. Oui, et puis si jamais vous voulez, j'ai mes petites notes en dessous et je vous mettrai une vidéo sur l'impôt en immobilier qui vous permettra justement d'avoir toujours plus de connaissances et pas de bullshit. On part avec l'optimisation des mètres carrés. Tout à l'heure, c'était vraiment on achète, on crée de la valeur dans le but de, lors de la vente, récupérer de l'argent en supplément. Là, l'optimisation des mètres carrés, c'est je continue de vivre dans le bien pendant une période, vous résidez dans le bien pendant la période que vous voulez, mais vous résidez dans ce bien-là avec justement à côté une optimisation de l'espace. Vous utilisez les mètres carrés pour les louer et je vais vous donner toute une liste longue comme le bras de possibilités d'utiliser ces mètres carrés pour les louer, donc pour des simples locataires, mais même dans l'idée de créer des business. Nous avons la possibilité, si vous êtes spécifiquement sur les maisons, on verra donc là sur l'espace extérieur, on verra plus tard tout ce qui est à l'intérieur de la maison et les appartements. Donc spécifiquement à la maison, vous avez un toit, vous avez des mètres carrés au-dessus de vos têtes qui ne servent à rien. Vous pouvez très bien l'aménager justement, par exemple par des panneaux solaires. Une société va venir, entre guillemets, alors vous achetez les panneaux solaires. La société va louer cet espace, récupérer l'électricité, vous la rachetez. Ça vous permet justement de vous faire des ronds de côté, donc soit pour bénéficier plus tard des panneaux solaires, ça va rembourser votre crédit et plus tard il y aura une forme, je dis entre guillemets, d'autonomie énergétique au niveau de l'électricité. Ça c'est au niveau du toit. Si on regarde l'espace extérieur, je vais donner le mot jardin. Dans un espace de jardin, suivant l'espace que vous avez autour de vous, vous pouvez très bien simplement créer des places de parking sur lesquelles vous pouvez garer vos voisins, suivant les zones géographiques, 30, 50, 80. En ville, on a moins de maisons, mais on peut monter jusqu'à 150, 200 euros par mois pour une place de parking. Vous pouvez très bien accueillir des camping-cars ou des vannes, des véhicules qui sont durs à garer parce que les garages c'est plus compliqué, ou les gens sont en ville, n'ont pas d'espace pour les garer. Et là, vous pouvez un véhicule, même en campagne, les louer au moins une centaine d'euros. Et c'est des ronds, quand vous accumulez 1, 2, 3 véhicules devant chez vous, si vous avez un espace, peut-être derrière votre bâtiment, ça ne vous dérange pas, d'arrondir vos fins de mois. Quelque chose qui pourrait rapporter beaucoup plus que les places de parking, ce serait j'en suis déjà à la 7e stratégie. La 7e stratégie, c'est la piscine. Vous avez une piscine, mais la journée, vous travaillez, donc vous n'êtes pas chez vous pour satisfaire vos besoins. Votre piscine va vous coûter environ 500, 1000 euros annuels de frais pour la chauffer, pour du chlore et compagnie. Ce serait quand même dommage de ne pas optimiser cet espace et de le louer à des personnes à l'heure ou à l'après-midi. À l'heure, j'ai vu des prix entre 10 et 25 euros pour des personnes qui louaient ces piscines. À la fin du mois, on peut vite se retrouver avec des sommes, si vous êtes bien organisé, entre 800 et 1200 euros pour, pareil, compléter vos revenus ou vous aider à financer votre résidence principale. Ça pourrait faire un petit complément de retraite. Évidemment, gardez du temps pour vous, avec les enfants, avec votre famille, pour profiter de cet espace. Mais c'est dommage de ne pas l'optimiser dans la semaine, car il y a des gens qui aimeraient bien avoir ce confort de ne pas se retrouver à la piscine avec tout le monde au même endroit. Ensuite, je continue avec le 8e. Si vous avez vraiment un grand terrain, peut-être un bâtiment, une dépendance à côté, vous pouvez très bien organiser des événements devant chez vous. Il y a des gens,
Dans l'idéal, ils ont un château, ils font des mariages. Mais on pourrait imaginer des séminaires, peu importe. Un bâtiment attenant ou un espace peut-être avec une grande tente peut, suivant votre imagination, accueillir n'importe quel type d'événement, qu'il soit par des particuliers ou des professionnels. Vous pouvez très vite être à la journée, voire au week-end, sur des sommes entre 500, 1000, 1500 euros, suivant les zones géographiques. Vous faites ça une fois par week-end, à la fin du mois, ça vous fait des sacrés revenus si ce n'est pas un salaire. Ensuite, je continue avec la tiny house. Donc, je dis tiny house, mais ça peut être une yourte, ça peut être n'importe quel type de micro-logement qui ne nécessitera pas une emprise au sol importante. C'est-à-dire que juridiquement, si vous la laissez sur place quelques mois, c'est OK. Vous la déplacez plusieurs fois dans l'année. Vous pouvez avoir ce type de logement. Vous louez sur Airbnb, des nuitées à 150 € la nuit. Je ne vous dis pas que vous allez louer toutes les nuits du mois, suivant votre zone géographique. Tout dépend où est-ce que vous résidez. Mais 150 €, 10, 20 fois par mois, pareil, on arrive sur des sommes très conséquentes. Je continue avec le 10e, garde d'animaux. On pourrait donner une liste longue comme le bras, garde d'animaux, pourquoi pas, avoir un espace, une forme de chenil, une forme de... Voilà, il y a des gens qui partent en vacances et ils ne peuvent pas partir avec leurs animaux parce qu'ils vont prendre l'avion par exemple. Eh bien, ils ont besoin de garder ces animaux. Vous pouvez très bien faire ça pour au début 1, 2 pour essayer et puis plus tard l'étendre pour plus d'animaux si vous aimez le contact animalier. Leur offrir un espace qui est plaisant et peut-être vous aussi vous prendre au jeu de s'en occuper parce que c'est quand même vraiment sympathique. Je continue donc non plus dans l'espace extérieur qui entoure notre maison, mais intérieur de la maison et de l'appartement. Comme ça, là, ça concerne vraiment tout le monde. Tout le monde pourrait éventuellement s'acheter un début de logement, l'optimiser et si ceci ne sera pas votre résidence principale dans laquelle vous allez terminer vos jours, je dis ça pour rigoler, mais ça peut être un tremplin pour le suivant. Dans n'importe quel appartement ou maison, on peut recevoir, en même temps qu'on y vit, des colocataires. C'est une stratégie que j'ai moi aussi utilisée, mis en place pendant... Alors moi j'ai vécu en colocation, en location, mais aussi en tant que propriétaire, avec des colocataires. Je vous amènerai vers une vidéo où je vous montre justement une année sur laquelle j'ai vécu gratuitement chez moi grâce à mes colocataires qui payaient l'intégralité de mes charges et mon crédit. Donc ça, financièrement, au niveau de mon budget, ça m'a vraiment permis d'un côté de dépenser beaucoup moins parce que je vis gratuitement, ça me rapporte un tout petit peu d'argent, un petit peu de cash flow. Ça me permet forcément d'épargner beaucoup plus parce que je n'ai plus de dépenses et donc aussi de me faire plaisir dans ma vie personnelle. Je continue avec le 12e point qui est la location Airbnb. Moi ça je l'ai fait à titre personnel dans une chambre avant la colocation, c'est une possibilité. Il y a des gens qui entrent et qui sortent à la nuit, peut-être à la semaine. Ils vont vous payer justement pour la nuit et dès que vous avez envie d'être tranquille, vous pouvez très bien refermer l'espace par rapport au colocataire qui lui va rester plus longtemps, une année ou plus. Éventuellement, lorsque vous n'êtes pas dans votre logement, vous pouvez très bien le mettre en nuitée jusqu'à 120 jours par an sans faire de société ou de trucs trop compliqués. Vous partez en vacances pendant une semaine, louez votre logement, ça va vous payer vos vacances tout simplement. Optimisez l'espace qui n'est pas utilisé et n'ayez pas peur, même si on est en France, de dire que vous aimez gagner de l'argent, c'est OK. Donc ça vous permet de payer votre lifestyle. Je veux dire, pourquoi on s'en priverait quoi. Je continue avec le 13e point. Louer un espace professionnel dans votre logement à titre personnel. Je vais prendre un poste par exemple d'informaticien qui est à son compte, qui travaille depuis son ordinateur, qui n'a pas besoin de bureau, de voir ses clients, de se déplacer ou de recevoir chez lui. Il peut très bien organiser un bureau et puis le mettre en concurrence du marché, entre guillemets, si les bureaux de la même taille, une dizaine de mètres carrés comme une chambre, valent, 500 € par mois sur votre bassin de vie, eh bien votre société peut louer votre chambre et vous versez du coup, ça vous permet en fait, au lieu de vous verser un salaire à titre personnel, stratégiquement, suivant comment vous organisez, de diminuer l'imposition en vous versant ces revenus en tant que locataire. Je continue dans le même état d'esprit sur un espace professionnel avec le 14e point qui va être là tourné vers votre prospect. Qui vous allez recevoir chez vous. Vous pouvez très bien, avoir des clients comme un comptable et puis mettre en place un bureau pour recevoir les clients à domicile. Ça vous évite justement d'aller louer des locaux à l'extérieur qui sont bien trop chers, de le faire chez vous donc gratuitement, voire même votre société va idem vous payer un loyer. Des consultations médicales, de kiné, d'ostéo, peu importe. C'est plus facilitant dans la maison car certaines copropriétés, attention notez-le, parfois interdisent
les activités commerciales à l'intérieur, que ce soit Airbnb ou justement de recevoir du public à titre professionnel. Il faut juste lire les règlements de copro et on s'en sort très bien. Éventuellement, vous pouvez créer ce que je vais appeler un studio pour faire des photos, pour faire des vidéos, pour faire des podcasts. Et soit vous à titre personnel, moi je pourrais le faire par exemple comme j'organise mes vidéos, mais je préfère les faire dans des cadres magnifiques comme celui-là à l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus sympa de prendre le soleil. Mais ça se fait aussi très bien à l'intérieur et vous pouvez donc recevoir du public extérieur qui aurait envie d'avoir une qualité d'image parce que vous leur prêtez, enfin vous leur louez le matériel, vous leur mettez à disposition une pièce qui peut être insonorisée et de qualité. Je continue dans le même état d'esprit, le 16e point avec une pièce insonorisée qui va servir à de la musique. Non pas, ça pourrait être des enregistrements musicaux, mais cela pourrait être aussi pour quelqu'un qui souhaite répéter. Parce que chez lui, à son domicile, il a des voisins qui l'embêtent et dérangent et donc serait prêt à mettre une petite somme d'argent pour éventuellement recevoir aussi un prof et pouvoir faire un peu plus de bruit, en tout cas ne pas être gêné par le monde extérieur pour se faire des répétitions. Je termine avec le dernier, le 17e, et j'ai vu passer une histoire surprenante d'une personne qui louait son logement en entier pendant la journée alors qu'il était au travail à des personnes qui organisaient des séquences vidéo de type publicité. Ce sont des entreprises qui ont besoin de décors qui changent tout le temps et au lieu de mettre un budget conséquent à chaque fois pour refaire tout l'espace de studio dans lequel ils sont, ils cherchent simplement l'appartement de monsieur et madame tout le monde avec une petite décoration spécifique. On a une forme de Airbnb de la journée. Donc vous pouvez recevoir des gens la nuit pour une nuit et vous pouvez recevoir des gens la nuit, des sociétés qui vont utiliser cet espace. Sur tout ce qui est du titre particulier ou professionnel comme ça, on peut estimer, suivant les domaines d'activité, gagner entre une cinquantaine jusqu'à 200-300 euros par jour. Tout dépend de votre organisation personnelle, si vous êtes présent sur le logement ou non, si vous êtes en couple, avec des enfants. Tout ça nécessite forcément une organisation, un planning et donc devient une activité. Est-ce que c'est une activité dite professionnelle? Vous pouvez la faire à côté de votre emploi si vous êtes bien organisé. Peut-être, si vous avez une taille de logement assez conséquente, imaginez un jour justement que ces revenus-là dépassent vos charges de logement et donc vous rapportent une somme assez conséquente pour peut-être pouvoir vous retirer des heures de votre travail et pour pouvoir profiter un peu plus d'être chez vous. Voici la vidéo des 17 stratégies. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà essayé, si vous avez d'autres idées que je n'ai pas encore évoquées. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Qu'est-ce que je peux vous proposer moi? La vidéo comment est-ce que j'ai fait pour vivre gratuitement chez moi pendant l'année 2025. On retrouve le lien dans la description. À bientôt, c'était Valentin. Ciao!